Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'Information Rétro 68 sur la télé Superstar, chaîne 68 Digital Câble 124. À la une de l'actualité, 19 nouveaux avocats ont intégré le barreau de la Croix-des-Bouquets lors d'une audience solennelle présidée par le juge Esaïe Pierre-Louis le 6 juillet 2026. Cette cérémonie a marqué officiellement ces professionnels au sein du tribunal de première instance de la juridiction. Suivez un extrait. Dans l'exercice de ma profession, les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats de la République. C'est avec un immense plaisir de voir aujourd'hui 19 jeunes femmes et de jeunes gens venir grossir, renforcer, dynamiser les rangs de la profession d'avocat à la juridiction du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets. Chers avocats stagiaires, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 29 mars 1979, vous venez tout juste de prêter le serment d'usage en jurant d'observer dans l'exercice de cette noble profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Ces quelques mots que vous venez de prononcer ne sont pas une simple formule rituelle. Ils constituent le socle de votre éthique et la boussole de votre engagement. Ils tracent ainsi la ligne de crête entre la passion de défendre et les responsabilités qui vous incombent. Dans cet ordre d'idées, je vous invite donc à explorer les dispositions de l'article 54 du même décret où le législateur vous fait injonction, et je cite, à l'audience et partout. À l'audience et partout, l'avocat doit procéder en toute loyauté pour le triomphe de la justice, en toute modération de langage nécessaire à la bonne harmonie entre les barreaux et la magistrature. Et dans les rapports que vous aurez à développer avec vos confrères, l'article 55 vous édicte le comportement à adopter. Sachez désormais que la robe que vous portez incarne à la fois l'humilité et la force de votre mission. Vous n'êtes plus de simples justiciables, mais des sentinelles des droits, des libertés. Soyez toujours des garants de l'état des droits, les protecteurs de ceux qui ont besoin d'être entendus. C'est une mission exaltante, parfois lourde, mais ô combien indispensable. Tâchez d'être courageux, toujours, et sachez rester humble. Soyez toujours respectable et faites-vous toujours respecter. Soyez toujours respectable et faites-vous toujours respecter. Dans ce carcan sublime, soyez libre de faire, de ne pas faire, de la manière de faire, de dire oui, de dire non. Sachez dire non à un client, à un avocat qui vous envoie à un juge. Laissez-vous guider par l'éthique et vous verrez qu'il n'est pas difficile de dire non. Avant d'aller plus loin, il serait injuste de ne pas adresser nos premiers remerciements à l'être suprême qui, dans son infinie bonté, nous a accordé la vie, la persévérance
et la grâce d'atteindre ce jour tant attendu. Sans sa divine providence, aucun de nous ne serait ici pour franchir cette étape décisive de son parcours. Nous exprimons ensuite nos profonds remerciements à nos parents, à nos familles et à tous nos proches. Car derrière chaque impétrant et impétrante se cachent des sacrifices silencieux, des prières, des encouragements, des renoncements, un amour inconditionnel. Pour présentation dans le cadre de prestation de serment, avocat 21e promotion Barreau Croix des Bouquets. En fait, depuis arriver nous en tête Conseil de l'ordre là, nous prenons des dispositions pour que nous recevoir postulants et licenciés en droit différemment. D'abord, pour mon inscrit dans Baroua, ou un ensemble de pièces que nous avons en liste qui est disponible dans Baroua, qu'on soumette. Pour soumettre pièces, ça n'a pas bon droit directement pour dire inscrit dans Baroua. Après analyse pièces, vérification auprès de la direction de l'enseignement supérieur et auprès des différentes facultés de droit de la République, de l'authenticité des dites pièces, le SA nous dit que l'inscription l'a agréée. Il y a pour suivre une formation initiale obligatoire organisée par l'école du barreau de la Croix des Bouquets, qui est le CJP, Centre juridique professionnel. Et après cela, postulant bien pour subir une évaluation qui fait en 2 temps, une évaluation orale, une évaluation écrite. Maintenant, si après évaluation, postulant réussit, le SAL est admis à la prestation de serment. Et 19 postulants qui sont prêtés serment, c'est parce que vous brûlez étape ça. Nous avons près de 54 inscrits, mais après vérification des pièces, après les différentes évaluations, c'est 19 ça qui réussit, c'est ça qui fait c'est eux qui arrivent prêter serment matin là. Nous saluons le juge Esaü Pierre-Louis qui sont dirigé audience solennelle SAR, audience solennelle prestation de serment 21e promotion du prestigieux barreau de la Croix des Bouquets. Donc c'est avec un sentiment de joie, de contentement et c'est avec le sentiment du travail bien fait, du travail accompli puisque et pour que nous arrivions là, c'était vraiment difficile. Donc gens que bâtonnier à table dit dans les prises de parole li. Après, au fin fait 4 années d'études là, donc on pile temps devant pour qu'on travaille. Et cette étape, ça a été vraiment crucial, très dur, pour qu'on travaille pour rédiger une mémoire sur son thématique, côté et pour identifier des problèmes et ensuite faire des recommandations, proposer des solutions. Et après avoir terminé cette étape, donc on a gagné pour que et remettre toutes les pièces que Barreau a demandé, Barreau de la Croix des Bouquets. Et donc il faut qu'on passe dans le concours pour entrer dans Barreau. Et là, on vient dans Barreau, il faut qu'on entre dans l'école du Barreau. Dans l'école du Barreau, c'est vraiment compliqué. Donc pour venir dans le cours presque 3 fois par semaine et pendant 2 mois et demi à 3 mois. Pour venir dans le cours et donc pas facile du tout. Et après coup ça donc pour qu'on subit des épreuves. Malheureusement, il y a des collègues qui quittent nous au cours de route, qui n'ont pas passé au niveau de l'école du Barreau et qui n'ont pas fait note et que demandé. Et nous-mêmes, nous avons fait moyenne 79,5 je crois. Donc nous disons bon Dieu merci pour ça. Donc c'est une étape qui est vraiment importante. Après étape ça, qu'on y a là, il faut que le diplôme de licence homologué par le ministère de l'Éducation nationale ou encore et le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Et donc il y a un problème au niveau ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas disponible. C'était vraiment une période qui était vraiment difficile. Et à profit là, il faut qu'on vienne au niveau du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets pour que la doyenne de ce tribunal analyse la licence là et minutieusement pour voir est-ce que son licence qui est conforme, son licence qui est normale. C'est une période qui était vraiment difficile et nous disons bon Dieu merci pour ça. Mais c'est une petite étape qui nous brûle, une grosse étape pour nous brûler. Donc nous prenons ma chose. Petit pas, donc nous pas pressés. J'aime te dire Michel, dans l'occasion de ce point que je fait, et ça puisque ça va environ 2 ans autour de la problématique du concubinage et de la désorganisation familiale en Haïti, cas de la commune de Dessalines, et de 2010 à 2024, je te dis Michel ça. Donc c'est étape petit pas. Donc nous croyons qu'après la prestation de serment ça, nous allons pour que moi fasse un stage au niveau de Baroua et quand même pour nous des compétences pour que nous aller devant les juridictions et toutes, disons, devant toutes les juridictions du pays, à savoir les 20 et les 18, qu'on a ajouté 2 juridictions, on faire 20 juridictions. Donc nous croyons que nous avons des compétences pour que nous défendions les veufs et les orphelins, que nous toujours disons, et pour que nous avancions. Okay? 5 ans après l'assassinat de Jovenel Moïse, le parti politique Les Engagés pour le développement aidé
a honoré la mémoire de l'ancien président lors d'une messe commémorative le mardi 7 juillet 2026 à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à Delma 75. Deux des membres du parti politique Claude Joseph et Evans Paul avaient pris la parole. Écoutons-les tour à tour. C'est un constat d'effondrement de l'État. À travers USGPN, USP, 4 teams, le président de la République gagnait 647 personnes qui pouvaient la sécurité. Malgré 647 personnes, avec tout ça, ça engendré comme budget et comme logistique, moyens matériels, ils ont entretué la caille, pas grand monde qui grafouille. Deuxième monde qui est victime, c'est madame qui était blessée grave. C'est extrêmement difficile à accepter. Mais au-delà de l'assassinat physique de Jovenel Moïse, il faut nous situer le contexte, exercice, assassinat de caractère qui était fait là. Encore, c'est inacceptable. Troisièmement, après les films mourir, ils ont assassiné ça le fait dans le pays. Ça n'a pas longtemps, moi j'ai visité Marion, barrage Marion, qui coûtait un pile cop, toute bagaille à la dérive. La ville du Cap-Haïtien, deuxième ville pays, qui fait office de capitale pays depuis quelque temps. Depuis la mort du président Jovenel Moïse, ça fait 5 ans. Pas un poule qui lui met que c'est l'État haïtien qui fait lui. C'est mon yo dégagé au panneau solaire. Non seulement il a assassiné le caractère président, il a assassiné physiquement, il a assassiné les œuvres, tout ça il t'a fait, ça il a mandat pour le faire. Ça il t'a fait avec l'argent de l'État, pas de continuité. Je pense que c'est extrêmement grave et là il y a un exercice pour nous faire, pour nous poser problème existence de l'État haïtien. Nous parlons de 647 personnes qui étaient le président en sécurité. Malgré ça, ils ont rentré tuer dans la chambre la caille. Nous sommes passés, nous sommes 6e juge d'instruction pour qu'on ait une meilleure justice qui lui met jusqu'à présent. Côté gagnant pour ce fait, c'est nos pays étrangers, pas nos pays d'Haïti. C'est ça le tableau de déficience société haïtienne, l'État haïtien, et là, au-delà de méditation, il y a un sens de responsabilité qui doit développer, et son appel moi lancé à monde qui sous pouvoir et à monde qui aspire à venir sous pouvoir, et tout le monde qui est dans la société, nous pas qu'à quitter ton pays sous la grave comme ça. D'abord, nous organisé avec Notre-Dame Perpétuel Secours, Messa, dans mémoire président Jovenel Moïse. C'est une messe pour mémoire, une messe pour justice. 5 ans après, pendant que nous tous constatons que la justice en Haïti a marqué pas sur place. Mais 5 ans après, côté gagnant, nous sommes capables de dire une volonté, même une velléité pour oublier le président Jovenel Moïse. Donc nous pensons que c'est une responsabilité historique que nous gagnons. Des anciens ministres, président Jovenel Moïse, en mille, gens qui combattent de bon côté pour nous toujours organiser des activités pour capable de mémoire président Jovenel Moïse en vie. De toute façon, quoi nous tous connaissons, président Jovenel Moïse a bataille pour une cause. Président Jovenel Moïse te croit que la population haïtienne n'a pas qu'à politique publique pas qu'à oublier. Donc président Jovenel Moïse a un ensemble de réalisations, il a gagné un ensemble d'activités que il a fait. Donc on tout comme ça. C'est pour ça je dis à 5 ans après parti politique aidé, mais pas seulement parti politique aidé, qu'on est capable de constater son activité véritablement non partisane qui est organisée là avec de chefs de parti, de figures emblématiques dans la société, des anciens premiers ministres, des anciens ministres, de collaborateurs président Jovenel Moïse, pour nous te rappeler et célébrer, si vous voulez, commémorer mémoire président Jovenel Moïse et dans le cadre de 5e anniversaire assassinat. Mais nous faisons dans tout le pays, quoi nous connaissons. Nous organisons
messe dans le nord-est, Trou du Nord, Grand Bassin. Nous organisons messe dans le département nord, nous organisons messe dans le sud, nous organisons messe dans le plateau central et la trier, et même Chili, à Canada, Patia mobilisé pour capable de songer mémoire président Jovenel Moïse. Donc, c'est un devoir de mémoire qui mettait nous toute la jeudi et c'est une réussite, si nous voulons, parce que ça veut dire que la population a toujours songé, reconnaissant envers la bataille que le président Jovenel Moïse a fait. Que les rêves du président de la République continuent son chemin à travers des hommes et des femmes de bonne volonté. Disposez-vous maintenant pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Face au double séisme dévastateur qui a frappé le Venezuela, Haïti choisit la solidarité historique. Le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, déploie une équipe d'urgence de 31 professionnels de la santé et 5 tonnes de matériel médical. Un geste modeste mais hautement symbolique mené personnellement par le ministre de la Santé. Écoutons le ministre de la Santé au micro de notre reporter. Une délégation qui va aller au Venezuela, c'est une délégation médicale humanitaire. Nous-mêmes dans le pays, nous avons montré le monde entier que nous ne sommes pas là pour nous recevoir seulement, nous ne sommes pas là pour nous prendre seulement, nous ne sommes pas là pour venir aider seulement, mais nous-mêmes tout, nous avons partagé avec le peuple bolivarien de Venezuela qui, en 2 tremblements de terre déjà, ils ont participé foncièrement là aider nous. Nous-mêmes, nous allons l'accompagner, non seulement avec un groupe de spécialistes, que nous profitons pour nous dire merci, mais nous ne pouvons pas le faire dans l'autre pays qu'on fait. Débarquer, venir faire sauver. Nous débarquer avec des spécialistes en accord avec le ministère de la Santé Venezuela. Il y a une salle besoin qui genre de spécialistes. Après, nous avons urgentiste, nous avons anesthésiologiste, nous avons ortho, nous avons chirurgien, etc. Et nous avons le docteur Deman, qui est un grand professeur dans la faculté, et l'aime tourner, qui a été coordonné avec docteur Tamara, qui sont anciens étudiants de Venezuela. Et puis nous avons des membres de cabinet, tant que le docteur Ganel, qui a été pour coordonner. Nous allons avec médecins, spécialistes à disposition du pays Venezuela. Et c'est un coup de fil et que nous jouons bon côté son excellence, monsieur le Premier ministre, qui dit faut que nous fassions bagaille. Eh bien, avec le peu de nous gagner, nous rassemblons des bagailles que nous pas dit en pile, mais nous allons partager des cœurs avec le peuple Venezuela. Nous avons environ 31 personnes dans la délégation et tous ces des spécialistes et tous ces des monde qui prêts pour aller aider, tous ces monde qui majoritairement parlent bien l'espagnol, l'autre monde qui pas fin parler l'espagnol yo dégagé. Là ça si on va opérer au monde, il y a beaucoup de monde qui parle espagnol qui accompagne. N'a privé talent comme ça Venezuela, nous avons pour parler avec le ministre des Affaires étrangères pays Venezuela, nous avons pour parler avec le ministre et santé Venezuela, nous avons pour parler avec l'ambassadeur nous Jean-Marie Vaval qui prétend nous l'autre bois. Nous ne pouvons pas aller sous responsabilité pays, nous pouvons aller avec, même si ce n'est pas en pile, moyen par nous pour nous loger, côté nous loger, pour nous assurer le transport, côté nous aller de l'hôpital à l'autre hôpital. Nous ne pouvons pas payer à pile, mais nous allons participer de cœur, nous allons partager avec le peu que nous gagnons. Normalement, nous projetons 15 à 22 jours, mais ce sont des soldats
si vous gagnez pour faire plus de tout, nous pas de problème parce que son bagage de cœur n'a pas offert peuple et bolivarien Venezuela. On va prévoir un budget, nous avons des amis qui accompagnent nous, nous avons de l'autre monde dans la société qui accompagne nous, font un message. On vous félicitations pour la diaspora et qui dans le pays États-Unis. Ouais, yo même y a été ensemble tout pour voir support à Venezuela. C'est parce que vous conscient que Venezuela toujours appuyer nous, supporter nous dans mauvais moment. Dernier bagage nous était pour nous du même coup et dans la conférence CARICOM que le Premier ministre là dans tout, nous avons une très bonne nouvelle. Nous avons proposé au Premier ministre qui ça nous a offert Caraïbes parce qu'on a ces membres OMS, OPS, CAFA, côté nous dit il y a un problème de santé plus passé nous. Nous puis avancer dans le laboratoire passé yo, et bien je dis tous messieurs dames infirmières qui parlent anglais yo, craser betou parce que mal voyer en pile infirmières pour aller supporter zone Caraïbes là parce que son message lié pour nous montrer nous avons suffisamment d'infirmières et bien nous allons passer aux tests et puis pour nous voir le travail dans l'autre pays dans Caraïbes là que nous-mêmes c'est nous-mêmes qui plus majoritaires en matière de population, nous plus pas nous allons aider même Jean Galfel journée jeudi dans la cour Venezuela. L'Association des sages-femmes d'Haïti, ASFH, en partenariat avec l'organisation Ligues Marron et avec le soutien du Canada, lance le projet Empower Advocacy, place nous pas négociable. Ce programme de plaidoyer prévu pour une durée de 15 mois vise à défendre et à promouvoir les droits et la santé sexuelle et reproductive des femmes en Haïti. Suivez un extrait. L'Association des sages-femmes d'Haïti, avec l'appui technique de la Fédération internationale pour la planification familiale, à travers le projet Empower Advocacy, financé par l'Affaire mondiale du Canada, mettra en œuvre durant 15 mois un projet visant à renforcer le plaidoyer en faveur des droits de la justice en matière de santé sexuelle et reproductive en Haïti. Ce projet est réalisé en partenariat avec les Ligues Marron et repose sur une approche féministe, participative et fondée sur les droits humains. Il ambitionne de renforcer les capacités des acteurs nationaux, favoriser la création d'alliances stratégiques et promouvoir un environnement plus favorable à l'accès équitable aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment pour la population les plus marginalisées. Mesdames, Messieurs, nous le savons derrière les chiffres et les rapports en disent beaucoup. Aujourd'hui, plus que jamais, les besoins de santé sexuelle et reproductive sont en constante augmentation dans nos communautés. Et surtout, pour les femmes qui vivent dans les camps des déplacés. Vraiment, comment l'association de sages-femmes d'Haïti peut garder le silence? Garder le silence veut dire quoi pour nous? C'est condamner à la détresse les plus vulnérables d'entre nous. Ces femmes, ces filles et ces populations privées de leurs droits fondamentaux à la dignité et à la santé. Empower Advocacy naît de cette urgence humaine. Il est notre réponse collective pour que personne ne soit laissé pour compte. Il n'y a pas de règle pour compte et nous pas décider de quitter pour compte. Ce lancement officiel constitue une étape cruciale. Il permet de présenter les objectifs du projet, de renforcer l'engagement des partenaires institutionnels et communautaires et d'établir des mécanismes de coordination pour l'impact et la mise en place des actions durables pour ce plaidoyer.
Voilà la présentation de notre projet dont le slogan est Place, non pas négociable. Ce projet est financé par Affaires mondiales du Canada à travers la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF. Il est porté par l'Association des sages-femmes d'Haïti et Neges Mahon, qui est notre partenaire principal de mise en œuvre. Slogan Place, non pas négociable. Ce n'est pas une formule de communication, c'est notre conviction commune, la place des femmes, des filles, des personnes marginalisées dans les espaces de décision et dans les systèmes de santé n'est pas négociable. C'est cela que nous allons défendre ensemble pendant ces 15 mois. Pour comprendre pourquoi ce projet existe, il faut regarder la réalité en face. Haïti affiche un taux de mortalité maternelle de 529 décès sur 100 000 naissances vivantes. C'est le taux le plus élevé de toute la région des Caraïbes. Derrière ce chiffre, ce sont des femmes, des mères, des filles qui meurent de causes évitables. Des femmes qui n'ont pas eu accès à des soins de qualité au bon moment dans le bon environnement. Pour cela, il y a plusieurs obstacles qui sont mis en cause. Premier obstacle, c'est la profession de sage-femme qui n'a aucune reconnaissance juridique officielle dans le système haïtien. Deuxième obstacle, l'avortement est quasi totalement interdit en Haïti, sans exception pour les victimes de viol, sans exception pour les grossesses à risque. Troisième obstacle, l'insécurité persistante dans le pays entrave la mobilité des femmes et l'ordre de service en périphérie. Et quatrième obstacle, c'est les organisations féministes comme Neges Mahon font un travail extraordinaire, mais elles sont chroniquement sous-ressourcées pour mener un plaidoyer intersectoriel soutenu et efficace. L'absence de reconnaissance juridique de la profession de sage-femme conjuguée à l'interdiction légale de l'avortement et à la faiblesse des politiques publiques en matière de santé sexuelle et reproductive constitue un obstacle majeur à l'accès équitable à des soins nécessaires de qualité en Haïti, en particulier pour les jeunes femmes, les personnes LGBTQI+, et les populations rurales marginalisées. Dans cette formulation, c'est la précision avec laquelle elle nomme les populations les plus touchées, pas seulement les femmes, les jeunes femmes. Ce projet a une approche intersectionnelle. Cela signifie que nous tenons compte des multiples formes de discrimination qui se croisent et se cumulent. La finalité du projet, c'est de contribuer à un environnement favorable à l'exercice des droits en santé sexuelle et reproductive en Haïti, notamment dans le département de l'Ouest, c'est notre boussole. Tout ce que nous faisons doit pointer dans cette direction. Et maintenant, les deux objectifs spécifiques. L'objectif 1 concerne le renforcement des capacités et l'objectif 2 concerne la mobilisation politique. Le projet a 4 résultats attendus, comme la directrice vient de le dire. Ce ne sont pas des activités, ce sont des changements réels que nous voulons voir dans le monde et à la fin du projet. Résultat 1, c'est la reconnaissance institutionnelle de la profession des sages-femmes. Résultat 2, c'est une avancée concrète pour la réforme du cadre légal de l'avortement. Résultat 3, c'est la capacité de plaidoyer des organisations partenaires qui doivent être renforcées. Et notre quatrième résultat, c'est l'accès effectif aux services nécessaires qui doivent être améliorés pour les populations marginalisées. Soutenir l'économie locale pour mieux nourrir les écoliers, c'est l'ambition réaffirmée par le PNCS lors de l'ouverture de sa 13e table sectorielle à l'hôtel Caribé. En concertation avec le MENFP, le FNE et le PAM, les discussions de cette édition s'articulent autour des méthodologies d'approvisionnement local afin de bâtir un réseau de cantines plus résilient et autonome pour la période 2026-2027. Pour plus de précision, suivez un extrait. Dit à objectif et 13e table sectorielle ça, c'est pour nous garder ensemble avec tous partenaires nous qui dans cantine et qui bilan et
yo vinn présenter bilan activité yo te fait pendant année académique 2025-2026 là et puis tout garder qui perspective yo gagné pour année académique 2026-2027. Donc nous-mêmes dans PNCS, perspective par nous c'est travailler avec partenaires pour nous augmenter quantité l'école qui gagne dans Katina et augmenter quantité l'école qui gagne et quantité élèves qui prennent chemin l'école. Jean ça a bien défini dans PSNAS 2024-2030 qui dit tout petit monde qui prend chemin l'école gagne accès à un plat chaud. Et tout ça n'a bail dans Katina, nous focus sur ça avec partenaires pour se manger local yo bail. Ça permet et agriculture noire agriculture noire joindre plus force et à permettre agriculteurs nous gain plus moyens pour y produire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour la table sectorielle organisée par le PNCS, le Programme national de cantine scolaire. Alors c'est un espace d'échange, de coordination et de dialogue entre les différents acteurs qui interviennent dans l'alimentation scolaire à Haïti. Au niveau du PAM, donc, nous sommes un partenaire du gouvernement. Nous aidons le gouvernement à mettre en œuvre la politique et la stratégie nationale d'alimentation scolaire avec des interventions sur le terrain. Alors, au niveau du PAM, nous couvrons tous les 10 départements avec une planification prévue autour de 600 000 élèves. Et à la fin de cette année scolaire, l'année scolaire 2025-2026, nous sommes pour le moment autour de 88% en termes de couverture de la cible. Donc on peut dire que le PAM est un acteur très important et on couvre déjà par rapport aux réalisations globales du PNCS d'1 million, nous sommes déjà à plus de 50% de la cible. Donc nous avons des activités très importantes. Et comment est-ce que nous fonctionnons? Nous travaillons main dans la main avec la partie nationale, notamment le PNCS et la direction départementale de l'éducation au niveau des départements où nous mettons en œuvre les activités, qu'il s'agisse du ciblage des écoles, de la mise en œuvre, du suivi des interventions. Et nous faisons beaucoup d'actions au niveau du suivi de la coordination des ateliers, des réunions avec tous ces partenaires pour identifier les défis, trouver les mesures de mitigation et avancer ensemble. Donc pour nous aujourd'hui c'était l'opportunité de présenter nos réalisations non seulement au PNCS mais à tous les autres acteurs, discuter ensemble des défis, des challenges que nous avons ensemble et voir comment est-ce qu'on peut avancer pour trouver des solutions. Il s'agissait aussi de voir comment est-ce qu'on peut se préparer pour la nouvelle année scolaire 2026-2027 en termes de planification mais aussi d'action concrète sur le terrain. Nous avons beaucoup donc de réalisations. Nous mettons en œuvre la cantine, c'est-à-dire la distribution de produits d'aliments sur des repas chauds aux élèves. Ce qui est important, c'est que nous avons la majorité de nos activités qui sont des activités dites basées sur les achats locaux décentralisés, c'est-à-dire où la majorité des produits sont achetés au niveau des petits producteurs agricoles. C'est important parce que en même temps que nous avons l'objectif de permettre aux élèves d'avoir accès aux aliments chaque jour d'école pour pouvoir mieux apprendre et avoir de meilleurs résultats scolaires, nous aussi, à travers ce modèle, contribuons au renforcement de l'économie locale. Parce que c'est de l'argent qui est injecté au niveau de l'économie locale auprès des petits producteurs. Ça permet de renforcer leurs capacités, ça leur donne accès à un marché qui est sûr, constant et régulier. Et donc ça leur permet de renforcer la résilience de leur famille, mais aussi de la communauté tout entière. Donc c'est vraiment pour nous très important ces espaces qui permettent à tout le monde de se réunir et d'échanger ensemble. L'initiative des directeurs d'écoles privées d'Haïti déplore le manque d'aide de l'État vis-à-vis des écoles privées. Ses membres demandent à ce que les autorités étatiques les accompagnent face à cette double crise financière et sécuritaire. Suivez un extrait. L'initiative des directeurs d'écoles privées d'Haïti, IDEF, vous remercie sincèrement de votre présence et de l'intérêt que vous portez à l'avenir de l'éducation en Haïti. Notre organisation est une structure de réflexion, de plaidoyer
et de mobilisation regroupant des directeurs d'écoles privées déterminés à défendre le droit à une éducation de qualité pour tous les enfants haïtiens et promouvoir de meilleures conditions d'enseignement. Aujourd'hui, nous prenons la parole parce que l'école haïtienne traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Derrière chaque établissement qui ferme ses portes, chaque enseignant découragé et chaque enfant privé d'école se cache une réalité que notre pays ne peut plus ignorer. Nous souhaitons attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale ainsi que des autorités compétentes sur 3 préoccupations majeures. Premièrement, la situation extrêmement difficile des directeurs d'écoles privées qui se battent chaque jour pour maintenir leur établissement ouvert malgré l'insécurité, la crise économique et l'absence de soutien institutionnel. Deuxièmement, la situation des écoles privées qui accueillent la grande majorité des élèves haïtiens tout en recevant très peu d'accompagnement de l'État, alors qu'elle constitue le principal pilier du système éducatif national. Troisièmement, la situation des enseignants des écoles privées qui continuent d'accomplir leur mission avec professionnalisme, courage, dévouement et détermination, malgré des salaires insuffisants et des conditions de travail extrêmement précaires. À cet égard, nous saluons la récente déclaration du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Vijonnet Desmero, qui a déclaré « Timoun Grangou, pas qu'à apprendre ». Je le réitère, fixite le ministre « Timoun Grangou, pas qu'à apprendre ». Cette affirmation traduit une vérité incontestable. Un enfant qui a faim ne peut pas apprendre, comme le dit le proverbe « Ventre affamé n'a point d'oreille ». Monsieur le ministre, vos propos sont justes et traduisent une réalité quotidienne vécue par des milliers d'enfants haïtiens. Toutefois, les citoyens attendent désormais des actions concrètes. Les paroles doivent se transformer en politique publique, en programme efficace et en résultat mesurable. À ce titre, l'IDEF pose publiquement plusieurs questions auxquelles la population est en droit d'obtenir des réponses satisfaisantes. Nous le disons, des réponses satisfaisantes. Qu'est devenue la contribution de 1,50 $ américain prélevée sur les transferts de la diaspora afin de financer le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, entre parenthèses, le PSUGO? Quel rôle joue aujourd'hui le Fonds national de l'éducation nationale, FNE, dans la réalisation des objectifs de ce programme? Quelle est la situation actuelle du programme national de cantine scolaire PNCS, dont la mission est de garantir aux élèves au moins un repas chaud par jour? Où sont aujourd'hui le FAES et la CAS, la Caisse d'assistance sociale, alors que de nombreuses familles vivent encore sous des tentes ou dans des conditions extrêmement précaires? Pour quelles raisons la gestion des examens officiels ne peut-elle pas être assurée par les enseignants réguliers? Les sacrifices consentis par nos compatriotes de la diaspora doivent produire des résultats visibles. Ces ressources ont été créées pour soutenir l'éducation nationale et permettre la mise en œuvre de l'article 32 de la Constitution du 29 mars 1987 qui garantit le droit à l'éducation pour chaque Haïtien vivant sur l'étendue du territoire national. L'IDEF demande au Fonds national de l'éducation d'assumer pleinement sa mission en soutenant davantage les élèves, les enseignants et les établissements scolaires qui, malgré toutes les difficultés, continuent de maintenir le système éducatif haïtien
en état normal de fonctionnement. Nous rappelons avec force et de toute notre énergie que l'éducation n'est pas une dépense. Elle constitue le premier investissement pour sauver Haïti. Réduire la pauvreté, renforcer la démocratie et préparer l'avenir de notre nation. Enfin, nous lançons un appel solennel à l'État haïtien, à la diaspora, au secteur privé, à la société civile et aux partenaires internationaux afin qu'ils unissent leurs efforts pour que chaque enfant haïtien puisse apprendre dans la dignité, la sécurité et l'espérance. Le vendredi 10 juillet, à l'approche des examens d'État, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé une conférence de presse pour lancer officiellement la session du baccalauréat 2026, dont les épreuves débuteront le lundi 13 juillet 2026 sur tout le territoire national. Pour plus de précisions, suivez un extrait. En cadre conférence pour lancer opération examen baccalauréat 2026. Moi, je voulais, avant de commencer, saluer toute entité qui est dans l'État, qui est dans la société civile, et ONG, communauté internationale, qui peut te coller avec nous pour nous capables de réussir l'année scolaire 2024, 2025, 2025, 2026. Qui peut te coller avec nous pour faciliter bon déroulement examen officiel 9e année fondamentale, école normale institutaire avec centre d'éducation familiale. Nous avons 189 849 élèves qui étaient inscrits et 94% ont participé dans l'examen. Jeudi, nous allons parler sur l'organisation baccalauréat 2026. Nous avons 102 878 élèves, candidats qui attendent pour participer dans l'examen qui a commencé lundi 13 juillet 2026. Effectif ça, 102 878 élèves. Ils sont répartis sur 10 départements pays. Nous avons 42 623 candidats qui sont dans le département de l'Ouest, qui représentent 41,43%. Nous avons 12 020 candidats qui sont dans le département Nord et nous gagnons 11 947 qui sont dans le département Latibonite. L'école secondaire en Haïti, il gagne plusieurs séries. Longtemps, vous songez, on a parlé de baccalauréat, on a parlé de section A, section B, section C. Je dis à parler de séries. Nous avons une série LLA qui c'est lettres, langue avec A. Nous avons 1993 candidats qui sont inscrits pour série ça. Nous avons une série sciences économiques et sociales, SES. Nous avons 31 664 candidats. Pour série sciences mathématiques et physique, SMP, nous avons 21 080 candidats. Et pour série sciences la vie, la terre, SVT, nous avons 48 138 candidats qui représentent déjà 46,79% de effectifs élèves qui pourront le composer lundi prochain dans la question baccalauréat. Pour baccalauréat permanent, nous avons 14 338 élèves qui pourront participer dans le baccalauréat permanent. Et baccalauréat technique, nous avons 23 élèves. Nous songeons, nous avons parlé de lycée technique agricole que nous avons Kans. Donc, dans le cadre de réforme qu'a fait dans le système, c'est la première fois que le ministère a organisé baccalauréat technologique. Donc, nous avons 23 élèves qui ont participé dans l'examen. L'examen de l'État, c'est un processus qui la donne plusieurs étapes et plusieurs institutions mobilisées dans la réalisation question examen baccalauréat. Ce n'est pas affaire seulement du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère des Finances impliqué, le ministère de la Justice impliqué, la police impliquée, l'armée d'Haïti impliquée. Peut-être ça. Et dans ce sens, nous voulons remercier le chef gouvernement,
M. Alix Didier Fils-Aimé, non seulement pour accompagnement, mais pour confiance qu'il place dans nous et pour bourrade qu'il donne nous pour nous capables de développer un leadership dans le ministère de l'Éducation nationale qui permette que non seulement nous réussissions à aller à l'école là, mais nous capables d'arriver dans la phase pour nous réaliser l'examen officiel 9e année et lundi prochain, nous allons organiser l'examen baccalauréat. Nous voulons remercier le ministère de l'Économie et des Finances qui débloqué l'argent avec facilité, même quand il y a des difficultés dans la démarche, mais le ministère des Finances a facilité la démarche pour que nous débloquions l'argent pour faciliter l'opération. Je remercie le ministère de la Justice pour l'implication magistrat, chef parquet, commissaire gouvernement, juge dans l'organisation de l'examen. Nous voulons remercier le directeur général du ministère de l'Éducation nationale qui préside la commission qui est responsable pour organiser l'examen officiel dans le pays. Ensuite, nous voulons remercier le coordonnateur unité sécurité ministère de l'Éducation nationale qui mobilise tout agent sécurité pour permettre non seulement de sécuriser l'école l'État, mais pour nous capables d'organiser et planifier l'examen. Nous voulons remercier UMPS qui est toujours là pour les premiers soins à candidats qui ont un petit problème de santé. Nous voulons féliciter la direction technique, BUNEX, direction enseignement secondaire, UTIS, UZI, direction départementale, toute instance dans le ministère de l'Éducation nationale qui accompagne le directeur général là dans la planification examen. Nous voulons vous une chaîne de remerciements par directeur de l'école, inspecteur scolaire, enseignants, parents, élèves tout qui mettent en branle, qui fait sacrifice, non seulement pour payer l'école petite, non, il y a des gens qui payer l'école peut-être pour permettre que les jeunes aujourd'hui soient capables de passer l'examen officiel. Donc il y a deux messages que nous avons lancés pour les Haïtiens attendre. Le premier message là, c'est que nous avons rappelé tout le monde qui est impliqué dans l'examen que y a une responsabilité pour le travail, pour toute bagaille bien déroulée sans problème. L'examen baccalauréat, ce n'est pas politique lié. L'examen baccalauréat, c'est un patrimoine pour tout Haïtien. Tout Haïtien a besoin de petit passer dans l'examen. Tout Haïtien a intérêt pour tirer profit de un diplôme baccalauréat. Donc, moi, je voulais tout d'abord parler avec les responsables centre examen, superviseurs, surveillants, agents de sécurité, officiers de l'armée, agents de la police, pour faire tout ça qu'on connaît pour l'examen dérouler dans de bonnes conditions. Du fait que nous avons une quantité totale d'élèves qui ont participé sur le terrain, déjà, il faut que un centre d'examen qui pourrait. Même dire que, pour question fiche, nous, toute l'école, depuis mercredi, jeudi, recevoir fiche, distribution faite. S'il y a des distributions pour faites, c'est capable petit mounio, ou du moins ce qui peut en règle avec direction de l'école là qui fait, mais pour le ministère, nous prêts et nous sommes prêts pour nous faire examen lundi. Toute salle d'examen est déjà disponible dans toute direction départementale. Tout à l'heure, pour gagner nombre quantité sans plan avec directeur Bunex, peut-être qui peut-être pas t'a autorisé aujourd'hui pour le 12 centio, non blanc pas dans tête nous, mais c'est ça qui permet ou faire organisation et ça qui permet de nous arriver là, c'est prendre centre d'examen, faire distribution combien salles passantes qui permettent aujourd'hui qui fait une café conférence de presse là pour nous venir la presse nous prêts pour tout ça. Si l'examen fait demain si je veux, nous-mêmes nous prêts, pour lundi matin. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin Rétro 68 sur la chaîne 68 Télé Superstar Digital Câble 124. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et restez branchés pour la suite de la programmation. Au revoir.